Dimanche 11 août de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Après plus d'un an d'attente, Gildas Agonkan, l'ambassadeur du Bénin au Niger, a finalement présenté ce mardi 6 août 2024 sa lettre de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré. Une rencontre qui marque un tournant dans les relations entre les deux pays. À suivre en début de cette édition, Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE et analyste politique sur la situation actuelle entre les deux pays, ainsi que les premiers pas de l'actuelle mandature de l'ARAC. Le Bénin a accueilli du 8 au 10 août 2024 la 5e édition du Forum international de la démocratie participative FIDEPA. À cette rencontre, les représentants et cadres de différents pays d'Afrique ont assisté à plusieurs activités et différentes communications. On fait le point dans ce journal. Les arènes sportives de l'université d'Abomey-Calavi ont vibré cette semaine au rythme des Jeux Intercampus 2024. Organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, la compétition regroupe plus de 2000 athlètes. Revivez dans un instant l'ouverture officielle de cette 8e édition. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Après plus d'un an d'attente, Gildas Agonkan, l'ambassadeur du Bénin au Niger, a finalement présenté ce mardi 6 août 2024 sa lettre de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré. Une rencontre qui marque un tournant dans les relations entre les deux pays qui avaient connu des tensions ces derniers mois. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait des propos de Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE et analyste politique sur la décision. Pour une raison particulière, mon cher ami Dobloski, j'étais très content. C'est un ami personnel de vieille date, nommé ambassadeur depuis plus d'1 an. Vous imaginez, quand vous êtes dans une mouvance au pouvoir, ancien député à l'Assemblée nationale, et que c'est finalement ce qu'on a fini par vous donner, ambassadeur au Niger. Et puis, coup de théâtre. Vous estimez qu'il mérite mieux au regard de ses sacrifices, de son engagement pour la cause de Patrice Talon? Mais c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Je n'ai pas dit qu'il méritait mieux. Je n'ai pas dit que c'est un strapontin. C'est pas ce qu'il disait, c'était pas un strapontin. Je vous dis, après avoir été député pendant longtemps et qu'on finit quand même par vous nommer ambassadeur, et que coup de théâtre, vous n'êtes pas capable de bouger. Parce que un incident majeur international diplomatique a survenu entre le Bénin et le Niger. Coup d'État au Niger, frontières fermées, alors il devient ambassadeur sans portefeuille. Et à notre grande surprise, cette semaine, on a remarqué que sa lettre de créance a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la junte au pouvoir au Niger. On pouvait se l'imaginer, on pouvait voir ça venir après la délégation de haut niveau qui a été dépêchée sur Cotonou, reçue par le chef de l'État, une séance de travail. Et ensuite, le numéro 2 quand même de la junte qui a fait une conférence de presse que nous avons suivie avec la délégation nigérienne au Bénin, à qui il a insufflé beaucoup d'espoir que désormais c'est presque acté que les relations vont se normaliser entre les deux pays. Alors, déjà, en précaution de la lettre de créance, on savait que quelque chose allait bouger, que les lignes vont commencer par être franchies. Donc, je suis content pour Dobloski, qui a fini par être installé dans ses droits et en tant qu'ambassadeur plein. Quelle est votre analyse de la posture actuelle de la junte au pouvoir au Niger? Est-ce que pour vous, ça descend ou ça prend en considération les réalités du terrain? Il faut l'analyser sur plusieurs prismes. Oui. Le premier, l'euphorie derrière toute révolution. Ça emballe le peuple, ça emballe la liesse, ça emballe tout le monde, parce que c'est normal, toute révolution enchante toujours. Ensuite, la tension baisse progressivement, parce que vous commencez par vous confronter aux réalités du terrain, aux réalités du temps, aux réalités de l'espace, aux réalités de votre sphère géopolitique, qui commence par vous indiquer
les règles normatives de la vie courante. Alors, dès lors que ça se passe comme ça, vous commencez par regarder dans le rétroviseur, par regarder la vie du bon côté, et vous commencez par baisser en température, par vous comporter normalement comme un être humain normal. Et je crois qu'au Niger, on a commencé par le remarquer, qu'au lieu de faire parcourir 2800 km par les transporteurs pour aller au port de Lomé, il faut quand même faire 750 ou 800 km pour venir au port de Cotonou. Et même si on ne le fait pas bravoure, si on ne le fait pas nationalisme pour 1 an, 2 ans, ben si vous poursuivez sur cette quête-là, mais après 3 ans, 4 ans, ils n'auront plus de camions. Il n'y aura plus d'affaires, il n'y aura plus rien. Sans compter les djihadistes qui constamment profitent de la situation pour faire brûler les camions, ramasser les marchandises. C'est douloureux, c'est affable ce qui se passe. Mais je crois quand même que ça commence par être normalisé. C'est très bon pour les deux pays. C'est bon pour le Bénin. C'est bon pour mon pays, le Bénin. C'est bon pour le Niger. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a subi une grosse purge depuis l'avènement de la nouvelle mandature présidée par le président Édouard Kokou Loko. Hier samedi, au détour de l'émission Info Hebdo spéciale, Clément Aléoti Adéchian, fondé du groupe de presse ESAE, a eu à exposer ses assurances et ses vives attentes à l'égard de l'actuelle mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Suivez plutôt. Lorsque vous arrivez dans un milieu que vous connaissez, il a été vice-président de la HAC pendant 5 ans. Il y a 2 mandatures derrière. Donc, il connaît bien les tas et les vices incurables de cette maison-là. Alors, si aujourd'hui, maintenant, il a le plein pouvoir absolu, et c'est lui qui est Dieu de la HAC, et qui a les manettes en main, et je crois qu'il sait exactement comment nettoyer l'écurie d'Ogia pour remettre la HAC au travail, la HAC en selle. La HAC qu'on a en place là, mal est trop bureaucratique. Justement, il a lancé une interrogation lors de sa prise de charge, où il s'interrogeait et interrogeait le personnel de savoir est-ce que la HAC, pendant 30 ans, a été une administration de bureaucratie ou une administration de régulation? Pour vous, elle a été quoi? Beaucoup plus une administration de bureaucratie. En réalité, et la preuve, ça se voit. Est-ce que vous pensez qu'une HAC qui fait son boulot permettra qu'on ait 200 journaux qui soient des journaux réguliers, autorisés, avec ce que la loi, quand même, la loi encadrée. Est-ce qu'on doit avoir autant de clochardisation dans notre métier si effectivement la HAC n'avait pas été autant bureaucratique, le plus sérieusement du monde? Mais il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit performant, vous voulez qu'on soit meilleur, il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit bon, vous voulez qu'on nous respecte, qu'on soit crédible, mais il faut nettoyer. Mais lorsque vous parlez de nettoyage, à quoi faites-vous allusion concrètement, Clément Aléoti Adéchian, vous qui êtes promoteur de l'intérieur et de l'école l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire permettez que nous formons des journalistes, nous formons des bras valides, nous formons des personnes qui ont le diplôme. Permettez que ce soit celui qui s'appelle journaliste, soit celui qui exerce la profession. Mais pour le faire, il n'y a que la HAC. Pour donner ce coup de semonce-là, il n'y a que la HAC pour faire le grand nettoyage. Il n'y a que la HAC pour permettre de façon crédible d'obtenir la carte de presse que lorsqu'on est seulement professionnel des médias. Aujourd'hui, il n'y a que la HAC pour définir qui est le patron de presse. Mais on laisse tout le monde s'installer, tout le monde est journaliste, tout le monde est celui qui est capable d'avoir sa petite tablette ou son techno de 22 000 francs et il s'installe. Et il écrit 2 ou 3 phrases sur les réseaux sociaux, il est journaliste. Quand il l'interroge, il dit « je suis journaliste ». S'il n'est pas activiste, il est journaliste. C'est quoi activiste? Ce mot sort de quel vocable? Où est-ce que ça a été créé? Activiste signifie quoi? Mais Clément Aléoti Adéchian, on sent en vous que... On ne peut pas continuer comme ça. Non, on peut avoir une école, former des impétrants que des parents investissent à payer pour faire former à grands frais, et à la fin, on les met en compétition avec des clochards qui s'appellent journalistes, et on va continuer par l'admettre comme tel, mais jamais. Jamais. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et moi, j'ai espoir que nous allons, en tant qu'école, faire un bon travail avec le président de la HAC pour que le milieu soit assaini, pour qu'on soit fiers. Imaginez, la presse papier a disparu. Nous, on a été formés avec ça. Pourquoi la presse papier a disparu? Parce que les réseaux sociaux se sont installés. C'est une révolution numérique normale. Mais vous savez pourquoi ça marche? Parce que vous n'êtes pas capable de prendre aujourd'hui une presse papier et lire du bon français à l'intérieur. Mais c'est des gribouilles, c'est écrit dans des charabia indescriptibles et vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Mais quel intérêt vous avez? Autant aller lire le soulard qui, dans un bar, écrit
faire son journalisme, il vous dit qu'il est journaliste, il écrit dans un bar, autant aller le lire lui que de prendre une presse papier qui va te coûter 500 francs dans un feu. Est-ce que vous croyez à la réussite d'Edouard Loko lorsqu'on sait qu'il a été mandaté par un politique et que, outre sa volonté, son engagement, il y a également la pression politique qui subsiste face à lui? C'est justement celui qui l'a mandaté qui sait qu'il n'y a que lui pour réussir cette mission. Ben, c'est un combattant sac au dos. Il a fait tous les parcours possibles. Et il a la malchance de connaître les tares et les vices de ce milieu-là. Mais il n'y a que lui pour le faire. Et il est entouré de professionnels, Basile Tibozo et d'autres qui sont là, qui vont l'aider. Et Basile est président de la commission presse privée, heureusement. D'ailleurs, ancien président du CNPA, qui vient être président de la commission presse privée à côté du président Edouard Loko. Si les deux ne réussissent pas à nous nettoyer cette profession, mais là, ils auraient prêché contre cette profession. Mais ils auraient péché contre nous. Ils auraient péché contre et je ne crois pas qu'ils pécheraient. Je crois qu'ils feront du bon boulot et on sera fiers vraiment d'eux. Et vous êtes déjà fiers avec les premiers pas, les nominations, les décisions prises? Non, il n'y a pas encore de nomination. Quand on vient en place, on essaye de mettre quelques pions. Oui, les premiers pions. Le président Edouard Loko a nommé son secrétaire général adjoint, un compagnon de tous les jours, François Aoudo. La directrice de cabinet, de chargé de mission. Michel Tchanou et Agudounou. Tout ça, c'est des pions que vous placez d'abord pour commencer par. Oui, mais est-ce que déjà la pose de ces pions-là rassure? Parce que lorsqu'on parle de secrétaire général de la HAC, quand même, le secrétaire général, c'est quand même une personnalité importante. Mais vous connaissez Aoudo? Vous avez l'impression que c'est moi qui pose la question ici. C'est votre professeur. Aoudo, c'est votre enseignant. Alors, dites-moi si vous, Aoudo, secrétaire général de la HAC, ça ne vous rassure pas déjà de ce que cette maison a augure d'un lendemain meilleur. Vous avez des doutes quand vous voyez François Aoudo? Donc, la HAC est dans de bonnes mains. Quand vous avez votre professeur, Michel Tchanou, et en tant que chargé de mission à côté d'Edouard Loko, vous n'êtes pas rassuré? Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Bénin a accueilli du 8 au 10 août 2024 le forum, la 5e édition du Forum international de la démocratie participative, FIDEPA. À cette rencontre, les représentants et cadres de différents pays d'Afrique ont assisté à plusieurs activités et différentes communications. Le point de la cérémonie dans ce reportage signé ESAE TV. C'est dans cette ambiance qu'a démarré le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5. Une 5e édition au cours de laquelle les différents participants vibreront au rythme de la ville de Cotonou. Nous vivons une époque marquée par des crises multiples et complexes, crises géopolitiques, économiques et des transitions diverses. Ces défis, loin de nous décourager, nous poussent à repenser nos modèles de gouvernance et à rechercher des solutions innovantes pour assurer la participation active de nos citoyens à la gestion de nos territoires. Pour le préfet du littoral, le FIDEPA 5 est une opportunité pour la capitale économique du Bénin. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. D'une part, pour saluer les progrès que nous avons faits pour transfigurer notre capitale, mais également parce que si de tels forums ou forats ont lieu à Cotonou, c'est que Cotonou est une grande, belle ville où il y a un bouillon de culture, ce qui justifie le parterre intellectuel de sachants ici pour animer ce forum que je nous souhaite fructueux, laborieux et plein de réussite. Occasion pour le garde des Sceaux de relever l'importance de la démocratie participative. Il faut le dire qu'elle permet essentiellement de consolider l'intérêt général et d'apporter un peu une meilleure prise en compte des aspirations, une meilleure prise en compte des observations, des demandes des populations, des demandes à l'ensemble de la gouvernance. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour de ce forum. Pendant 3 jours, nous aurons une réflexion sur le thème de la citoyenneté et de la démocratie comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure
que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique démarre ce jeudi 8 août et prend fin le samedi 10 août 2024. Croissance, maîtrise de l'inflation et résilience, la robuste économique du Bénin face au choc exogène est confirmée par le dernier rapport de la Banque africaine de développement BAD. Rapport publié le 31 juillet dernier par le bureau local de la BAD au Bénin. Au-delà du satisfecit, il reste des défis à relever, mais il est possible d'accélérer les performances avec des financements innovants tels les fonds verts. On fait le point dans cet élément signé ORTV. L'économie béninoise est dominée par le commerce, l'agriculture et les industries de transformation des produits. Depuis 2016, plusieurs réformes dans ces différents secteurs ont permis d'accroître la productivité afin de donner un coup d'accélérateur à l'économie du pays. Ces réformes vont permettre au Bénin d'engranger suffisamment de ressources pour se hisser au rang des pays à économie stable. Une transformation structurelle que retrace ce rapport pays 2024 de la Banque africaine de développement. Au cours des dernières années, avec les chocs que l'Afrique a connus et même le monde en prenant la crise de Covid-19 qui a impacté la plupart des pays, le conflit Russie-Ukraine qui a aussi impacté le commerce. Quand on prend également ce qui se passe plus proche de chez nous avec l'insécurité au Sahel, malgré tout ce contexte vraiment difficile, le Bénin continue d'être résilient en affichant des taux de croissance vraiment soutenus. Le rapport comprend 3 chapitres. Le premier traite des performances et des perspectives macroéconomiques récentes du Bénin. Le deuxième examine quant à lui les progrès de la transformation structurelle au Bénin. Et puis le troisième chapitre s'intéresse au financement de cette transformation structurelle. Premièrement, le rapport constate que le Bénin a de très bonnes performances macroéconomiques ces dernières années et que les perspectives à venir sont favorables et que son cadre macroéconomique est robuste pour soutenir son développement. Et deuxièmement, le rapport, en ce qui concerne le bilan de la transformation structurelle, note que le Bénin est au deuxième stade de sa transformation, que le Bénin a quitté l'étape de sous-développement et maintenant est à l'étape de développement. Ces acteurs de l'écosystème financier national et international sont appelés au cours de cette séance à échanger autour de ce rapport pays 2024 de la BAD. Il s'agit surtout d'impulser la transformation du Bénin par la réforme de l'architecture financière mondiale. Et en informatique, on a ce qu'on appelle l'architecture des systèmes d'information. Et l'architecture des systèmes d'information définit les piliers sur lesquels on conçoit les applicatifs et qui vont diriger le métier. Et en finance, c'est à peu près la même chose. Et c'est pour ça qu'il est indiqué périodiquement de revoir justement ces piliers et de voir comment est-ce qu'ils s'adaptent aux différents changements que connaît le monde. Le monde est devenu un monde agile, très volatile, et on ne peut pas rester sur des positions figées et espérer être à la vitesse indiquée. C'est pour ça que la BAD nous fait ce plaisir, cet honneur aujourd'hui de nous montrer la lecture qu'elle fait de notre écosystème. Nous allons donc demeurer attentifs et prendre en compte tout ce qui aura été dit. Technologie, énergie, agriculture ou encore commerce, le rapport pays 2024 de la BAD revisite tous les pans de l'économie béninoise avec un clin d'œil spécial à l'innovation, notamment celle de la zone économique de Glodjigbe. Parlons à présent d'une loi qui retient les liens entre les filles et fils du continent africain arrachés à leurs origines par la traite il y a plusieurs siècles sur la loi de la renaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants d'outre-Atlantique.
Cette loi, votée le 30 juillet dernier, fait écho à la revendication de ces afro-descendants de leurs racines africaines. Retour sur les éléments de motivation unanime des députés autour de cette loi, une réalisation de la télévision nationale. Les Africains dont les aïeux étaient déportés par les colons puissent revenir au bécail. C'est ça le panafricanisme. Le président béninois a posé beaucoup d'actes dans ce sens, en ramenant d'abord les objets d'art qui étaient partis. Et ce soir, nous sommes en face d'un projet de loi qui va faciliter le retour au bécail de nos frères béninois dont les parents ont été déportés. Cette loi, elle permettra justement à cette frange de nos frères de se réapproprier leur mémoire, de maîtriser et d'assumer leur destin en tant que représentants, ne serait-ce que par la race, par la culture et par même un savoir-être et un acquis certain comme des Africains. Si cette loi devrait, si on devrait inventer ou réinventer la roue, mais alors la 9e législature aura été vraiment une législature d'avant-garde. Mais je ne veux plus continuer parce qu'Éric m'a dit, Éric vient de dire qu'il va voter pour la loi. Donc je dis merci. Félicitations à tout le monde. C'est une façon, ce que le gouvernement vient de faire, c'est très profond. C'est une ouverture. On a parlé de Ghana. Il y a d'autres pays, les pays africains. Vous voyez la France. Quand on prend l'équipe nationale de France, il a près de... Sur les 11 qui jouent, il a au moins 8 qui ne sont pas français d'origine. Nous avons des Africains qui font la fierté des Américains, des Brésiliens, de tous les pays. Faisons cette loi. Nous allons beaucoup profiter. Dans le sport, nous allons profiter de la culture, dans beaucoup de choses. Je félicite le gouvernement. J'aurais préféré que le cheminement soit plus attractif et que cela soit encore plus bénéfique pour notre pays, que nous puissions avoir à leur endroit des incitations à la résidence, des incitations à l'investissement. Ce projet de loi, je l'ai voté parce que je me sens en devoir de le voter les yeux fermés. Mais ce projet de loi, cette loi que nous avons votée, donne parfois un goût d'inachevé. Je suis même tenté de dire de poudre aux yeux. D'une loi à une autre, les députés de la 9e législature ont adopté mardi 30 juillet dernier le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de la loi, la fête de Vodou sera désormais célébrée les 2e vendredis du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera également chômée et les gens auront 4 jours de fête, à savoir du jeudi au dimanche. Au micro de ESAE Télévision, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient cette réforme. Suivons ensemble. Je vais d'abord remercier. Comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui a initié d'abord la fête. Je lui dis d'abord merci, la fête de Vodou, je lui dis merci. Et aujourd'hui, nos députés ont vu qu'il faut approfondir sur la fête-là, d'une manière ou autre. Je pense que cette loi qui a été votée, bon, selon moi, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils ont tenu compte de cette de paramètres. Notamment, les jours précédents, c'était une seule journée pour la fête de Vodou. On s'est dit qu'il va falloir réorganiser ça pour que ça soit beaucoup plus intensifié et que les uns et les autres puissent participer largement à la fête. Je vois la pertinence de cette décision et je pense qu'il va falloir le faire. Ce n'est pas une décision politique. C'est pour permettre à tout le monde de fêter et l'après-fête, qu'on puisse se retrouver et reprendre le travail en forme. Le porte-parole du gouvernement dit que le 10 janvier n'est pas encore banni. Cette réforme vise, je pense, à attirer les touristes. Parce que pour que le week-end soit long, c'est pourquoi ils ont parlé de vendredi. Ils auront le temps
Parce qu'il y a, je ne sais pas, s'il y a Vodun Day qui va s'ajouter à cela, il y aura vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a des fois où le 10 janvier tombe sur un jeudi, sur un lundi, sur un mardi, où les jours ne sont pas les mêmes. Maintenant, si eux, ils ont jugé bon d'amener ça au deuxième vendredi, à chaque deuxième vendredi du mois de janvier, ils ont leur raison. Montée en puissance de la veille des acteurs des systèmes d'information des services publics de nos départements. C'est le pari pris par l'Agence des systèmes d'information et du numérique du Bénin, ASSIN, face aux actes émergents de délinquance et de criminalité électronique. Reportage signé ORTV. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, dans sa veille permanente contre les cybermenaces, les responsables de la sécurité des systèmes d'information répondant de l'ASSIN dans les structures déconcentrées de l'État sont ici pour évaluer les progrès réalisés dans leurs structures, mais aussi d'apprendre davantage des nouvelles tendances en matière de cybercriminalité pour une lutte plus efficace. Cette conférence servira de plateforme pour partager les meilleures pratiques afin de renforcer les capacités et la résilience, coordonner les efforts pour promouvoir la collaboration entre les différentes entités et l'ASSIN en matière de cybersécurité, échanger des informations sur les menaces et les vulnérabilités potentielles afin d'améliorer la détection précoce des attaques cybernétiques et renforcer la posture de sécurité collective. Cette rencontre inaugure une nouvelle ère dans la lutte contre les cybermenaces. L'ASSIN à la manœuvre est appuyée par Awarino, une filiale du groupe Data Protect spécialisée dans la sensibilisation et la formation en cybersécurité. L'idée, c'était de présenter, entre autres, une problématique assez prononcée dans le marché de la cybersécurité et qui est la pénurie des ressources humaines et quelles sont les solutions de upskilling, de montée en compétences et de reskilling, de reconversion professionnelle pour créer un vivier de talents pour alimenter le marché et avoir plus de disponibilité en termes de talent en cybersécurité. Cette conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information est une première. Elle va désormais se tenir 2 fois l'an pour une meilleure évaluation du niveau de prévention du Bénin contre les cybermenaces. Restons avec nos confrères de la télévision nationale qui nous emmènent sur la zone maritime du Bénin dans une patrouille commune Niger, Togo, Nigeria, Bénin, une opération pour sécuriser leur espace maritime. Une équipe de la télévision nationale a suivi l'un des patrouilleurs déployés pour l'OPC Domaine. C'est le nom de cette patrouille commune. Voici un extrait. L'opération SAFT Domaine 3 est ainsi lancée depuis les eaux territoriales du Bénin. Une opération de patrouille maritime conclue entre le Nigeria, le Togo, le Niger et le Bénin. En mer, des patrouilleurs et dans les airs, des appareils de surveillance. Le tout coordonné d'ici. Bienvenue dans la salle des opérations du Centre maritime multinational de coordination de la zone E de la CEDEAO. Le centre se charge essentiellement de la coordination des activités de patrouille maritime. Alors, comment ça se passe? Les pays membres de la zone E, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo, mettent les moyens flottants et aériens à disposition du centre qui organise des patrouilles conjointes dans le cadre de la sécurisation et de la sûreté maritime. Pour rappel, il y a quelques années, la piraterie dans les eaux béninoises et dans nos espaces maritimes a vraiment fait un pic. Et les chefs d'État se sont réunis pour faire une lutte commune. Une lutte commune contre la piraterie maritime, mais aussi contre les vols en mer, la pêche non déclarée et non réglementée, ainsi que les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains. Depuis 2018 que le centre a été mis en route, le long des 104 764 mètres carrés environ sous sa surveillance permanente, connaît une relative accalmie en matière de piraterie. Mais il fait face à un autre défi. Le défi que nous avons n'est plus forcément la piraterie, puisqu'on a essayé de repousser cette menace. Actuellement, c'est la pêche illicite dans nos eaux qui constitue maintenant le défi pour nos pays. Et le centre se met aux côtés des pays pour combattre ces fléaux.
Et c'est le défi de cette opération SAF Domaine 3 de la zone E de la CEDEAO. La sécurisation de l'économie bleue en dépend. J'invite toutes les unités engagées dans l'opération à faire preuve de professionnalisme afin de faire de cette troisième édition un succès éclatant. Après 3 mois de planification présentielle et virtuelle, nous voici à la phase active de l'opération. Elle démarre par une patrouille conjointe de 5 à 7 jours pour enfin donner le relais aux unités des pays engagés dans cette lutte contre la délinquance et le banditisme maritime. Il circule depuis un moment sur la toile un communiqué qui fait état de ce que les titulaires du brevet d'études du premier cycle BEPC ont essuyé un refus d'accès pour postuler par voie de cours à la classe de seconde dans les lycées techniques et professionnels du Bénin. Le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'inscrit en faux et apporte des clarifications. Voici leurs explications au micro de Canal 3 Bénin. Nous sommes là pour porter clarification par rapport à un communiqué sur le concours portant entrée dans les lycées techniques professionnels. Il est à circuler sur les réseaux sociaux que les titulaires du BEPC sont refusés d'accès pour postuler par voie de concours à la classe de seconde dans nos lycées techniques professionnels. Donc nous nous inscrivons en faux parce que si on prend 3 communiqués passés, les communiqués n'ont jamais changé. Il s'agit toujours des mêmes communiqués et sur 3 ans, 4 ans, cette obligation d'être titulaire du CAP a toujours été fait mention. C'est toujours exigé parce qu'au niveau des lycées techniques professionnels, nous avons 2 voies d'entrée. Nous avons la voie technologique et la voie professionnelle. Pour ceux qui accèdent à la voie technologique, ils peuvent continuer au niveau supérieur et continuer leurs études. Mais pour les voies professionnelles, c'est pour qu'ils exercent en même temps un métier. Donc c'est plus pointu et plus spécifique. Donc pour accéder à la voie professionnelle, il faut être titulaire du BEPC ou du CAP. Mais il est exigé au niveau de la voie professionnelle, obligatoirement, vous devez être titulaire du CAP. Et c'est ce qui est stipulé dans tous les communiqués des concours depuis plus de 4 à 5 ans. Donc ce n'est pas une invention, ce n'est pas le ministère, c'est des tests réglementaires qui maintiennent qu'il faut forcément avoir le CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Parce que quand on prend les enfants qui n'ont pas le CAP pour accéder pour l'obtention du bac, pour aller au bac professionnel, il leur est difficile. S'ils ont le BEPC, ils ne tiennent pas. Il faut qu'ils aient déjà le CAP niveau 1 pour aller au niveau 2. Donc, la polémique porte sur les formations au niveau 2, les formations professionnelles. Il faut retenir que pour accéder à une formation professionnelle au niveau 2, il faut forcément être titulaire du CAP et ce sont les tests réglementaires qui exigent ça. Mais pour aller vers les voies technologiques ou les formations, on parle de bac F1, bac F2, qui sont des bacs technologiques qui ne nécessitent pas vraiment une compétence professionnelle, mais qui ne nécessitent pas une exigence au métier. Ceux-là, ils peuvent accéder avec leur BEPC tout simplement. Par décret en date du vendredi 2 août 2024, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé la grâce présidentielle à 464 détenus, dont 27 impliqués dans les événements post-électoraux de 2019 et 2021. Seulement, le sort des 2 personnalités les plus en vue, à savoir Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou, reste toujours non résolu. Reçu par Abdelkader Achirou et Nansirine Fatoumbi, Renaud Agbodjo, avocat au barreau de Cotonou et conseiller juridique du parti d'opposition Les Démocrates, estime que le parti est toujours dans l'espérance. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Je crois que c'est une bonne chose, même si le parti Les Démocrates attendait plus, notamment la libération de Madame la ministre Rekia Madougou, notre cliente, ainsi que celle du professeur Joël Aïvo. Cela n'est pas arrivé. Nous espérons que cela se fasse avant la fin de l'année, puisqu'il y a plusieurs occasions de libération. Mais je crois que si cela n'a pas été fait pour la grâce présidentielle, c'est certainement que ce sera fait pour la loi d'amnistie. Et j'estime que la loi d'amnistie permettra à Madame Madougou, comme
le demandent les Nations Unies de recouvrer l'entièreté de ses droits. Et c'est ce que nous avons toujours demandé, que Mme Rekiat Madougou recouvre la liberté et soit réintégrée dans la situation dans laquelle elle était avant le 3 mars 2021, lors de son arrestation brutale par les forces républicaines. Donc vous savez que ces leviers-là ne se discutent pas en public. Ces leviers-là, nous les gardons pour nous, mais vous avez constaté que une bonne vingtaine de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations de 2019 et 2021 ont été libérées, mais j'ose croire que cela va se poursuivre et nous y travaillons, et j'estime qu'aujourd'hui le Bénin ne peut pas s'inscrire comme un pays qui ne respecte pas les décisions des Nations Unies, et nous avons prouvé l'innocence de Mme Rekiat Madougou devant les Nations Unies dans une procédure contradictoire où le Bénin a été invité à présenter ses arguments ainsi que ses pièces. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est arrivé à dire que l'État n'a pas apporté des preuves sur l'implication de Mme Rekiat Madougou dans une attaque, dans un projet d'assassinat. De sorte qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, chaque jour de plus, on considère que Mme Rekiat Madougou vit une torture morale. Parce qu'en réalité, on ne peut pas aller contre une décision des Nations Unies, même si on estime que ce n'est pas une juridiction interne et que voilà, cela ne nous dit pas. Plus au contraire, cela lie le Bénin d'autant plus que les traités internationaux auxquels le Bénin est partie font partie intégrante du corpus législatif de notre pays. Cette édition se poursuit. L'organisation internationale Direct Aid Bénin a organisé du 5 au 8 août 2024 les journées nationales des enfants de Direct Aid. Pour commémorer cette journée, une visite des locaux de la zone industrielle de Glodjibé-Gédise s'est effectuée. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Deuxième édition des Journées nationales des enfants de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin, une initiative qui promeut l'excellence en milieu scolaire. Cette année, les festivités se sont centrées sur le terme « Enfants de Direct Aid, vaillants, sociables et bâtisseurs de demain ». Communication, sorties touristiques et activités ludiques ont meublé les 4 journées de célébration avec une touche particulière pour la dernière journée, la visite à la GDIZ. Nous sommes à la 4e journée et pour cette 4e journée, nous avons choisi la GDIZ pour, dans un premier temps, permettre aux enfants de découvrir un des projets phares de notre pays et ensuite découvrir également les métiers de l'avenir, un aspect très important pour leur orientation socio-professionnelle. À l'intérieur, nous avons découvert plusieurs industries. Nous avons découvert les industries de fabrication des chemises, les industries de fabrication de la serviette, les industries de fabrication, de transformation des noix de cajou. Au niveau des enfants, les enfants ont été émerveillés, vraiment émerveillés parce qu'ils ont découvert ce qui se fait à l'intérieur et c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas rester chez soi et imaginer que ça pouvait se faire ici au Bénin. Une sortie qui s'ajoute aux autres activités pour le plaisir de ces enfants qui sont les meilleurs des différents centres de Direct Aid Bénin. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. On a retrouvé des usines de transformation d'acajou et de coton. Nous étions très heureux parce que nous avons découvert des bonnes choses que nous n'avons jamais vues. Nous étions très contents. Nous sommes allés à Aqualand. Nous avons fait des jeux. Nous sommes allés aussi à la plage. On a visité des industries de fabrication du coton et d'acajou. Cette sortie à la GDIZ vient mettre fin à cette 2e édition de ces journées. Des attestations de participation et des cadeaux ont été offerts aux enfants. Direct Aid Bénin ne se lasse pas de promouvoir l'excellence, socle d'un développement sûr et durable. Le Festival des masques de Porto Novo s'est achevé dimanche 4 août dernier par un géant concert. Un événement qui a drainé du monde. Plusieurs artistes ont défilé sur scène, des artistes tels que Nicanor, Fatih, Sagboran Danialo pour ne citer que cela. Les échos de la télévision nationale.
Une demi-douzaine d'artistes musiciens de renommée sur scène au troisième et dernier jour des concerts programmés. C'est un public admiratif qui s'est régalé des belles sonorités. Entrée en matière, Huguette Balogun, de son nom d'artiste Lehman, elle aura tenu en haleine tout un public avec sa musique moderne d'inspiration traditionnelle. Moi, je fais de la musique de recherche. Je travaille sur un rythme traditionnel de chez moi qu'on appelle le kondoro. Et c'est avec le kondoro, le bidon, c'est ça qui est le kondoro, c'est ça qui donne l'élément principal du rythme. Donc j'ai préféré jouer ça chaque fois moi-même, je ne laisse pas ça aux musiciens. Tour à tour, Aimé Hovinu, Pépé Anissé, Nicanor et Fatih. L'apothéose, c'est la montée sur scène du Agbe national Sabouan Danialou. C'est une très belle initiative qui permet de réunir non seulement tous les enfants d'une même nation sur le même espace, avec des artistes qui viennent au contact certainement de publics qu'ils ne connaissent pas ou même qui ne les connaissent pas. Donc c'est un échange de chaleur, c'est un échange de convivialité, de tout ce qui est bien en tout cas. Donc c'est à encourager. Et bravo, c'est une très belle organisation, les loges, le son est parfait, franchement c'est beau. Bon, le rythme qui est né par moi, c'est le Zéli à l'Enouyoyo. Parce que tout le monde sait que le Zéli qui se jouait dans la vallée de l'Ouémé, qui est né dans la vallée de l'Ouémé, qu'on appelle Li on l'appelait. C'était un rythme qui ne se jouait autre part que là où il y a de décès. C'est moi qui l'ai désacralisé. Moi je me dis c'est un très bon festival. Si on peut avoir des festivals comme ça un peu partout dans le pays, ce serait très bien. On va s'enjailler toute l'année quoi. Le festival des masques s'achève sur une note de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour une autre édition. Dans un autre registre, la Fondation Kids Speaker Programme a décoré 22 lauréats lors de la 5e édition du concours Leur Voix Porte. C'était dimanche dernier au Palais des Congrès de Cotonou et c'était l'occasion pour les nouveaux lauréats de démontrer leur talent d'orateur et d'oratrice. Le reportage, c'est avec ESAE TV. Ils sont au nombre de 22 orateurs juniors sur ce podium. Ce dimanche, la Fondation Kids Speaker Programme décore ses lauréats. Il s'agit de la 5e édition de Leur Voix Porte. C'est évidemment le plus grand événement que nous organisons l'année, la grande plaidoirie Leur Voix Porte. Et c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction et beaucoup d'engouement que nous mettons un thème en fait à cette année. C'est un plaisir pour moi en fait d'être témoin de cet événement-là en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur également, c'est tout un régal. Et cette satisfaction, les nouveaux orateurs juniors ne manquent pas de la partager. Je suis très heureuse parce que je viens de terminer enfin le parcours, même si un peu de tristesse parce que je vais devoir quitter tout ça, mais je reviendrai de temps en temps. Je suis très heureux d'avoir pu terminer mon parcours parce que les débuts n'étaient pas vraiment très faciles. Au départ, on avait beaucoup de stress pour monter sur scène. Parfois, les larmes coulaient. Occasion pour les parents des nouveaux orateurs de relever la plus-value de Leur Voix Porte et d'en apprécier l'influence sur le parcours des enfants. Si avant de l'avoir inscrit, elle était à un niveau que je vais considérer comme 2 sur 5, aujourd'hui, je la vois à 4 sur 5. Donc, je l'ai vu évoluer de façon progressive et ça m'a plu énormément. J'ai regardé ma fille aller au KSP durant une année et je l'ai vu prendre de l'assurance et pouvoir lire un discours. Je vous donne un exemple. Il y a un mois, c'était son anniversaire et elle a tenu un discours de 10 minutes devant ses invités et ça m'a vraiment épaté. Et c'est avec ces genres d'action qu'on commence par quand même ressentir l'impact que la formation a sur nos enfants. Depuis sa création, la Fondation KSP forme des centaines d'orateurs juniors. À suivre à présent les propos recueillis de quelques invités et parents d'orateurs juniors aux sorties de cette cérémonie. Suivons ensemble. J'étais là dès le début, donc depuis la première édition, nous sommes porteurs donc de cette initiative avec toute l'équipe, avec coach Gildas et toute l'équipe.
C'est une fierté pour nous chaque année de participer donc, à cet événement Leur Voix Porte. Et on voit une nette amélioration en termes donc, de prestance des enfants, en termes donc, de capacité à maîtriser, à voir au-delà, n'est-ce pas, des sujets que les adultes même ont souvent l'opportunité d'évoquer. Quand on voit ces enfants parler de ces sujets-là, on se dit qu'il y a de l'avenir. J'ai été émue de voir ces enfants de si bas âge s'exprimer devant tout un public de 300 personnes sans avoir des frissons, sans avoir peur. J'ai été véritablement émerveillé de voir des enfants de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans, de 13 ans parler en public aisément. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Et puis la petite histoire, j'ai commencé à parler en public en classe de terminale quand j'ai repris le bac. Je m'attendais à ce qu'elle puisse faire de meilleurs discours devant un oratoire. Je m'attendais à ce qu'elle puisse avoir maîtrisé l'art de l'oration, maîtriser l'art du discours, tout simplement. La particularité que j'ai plus aimée, c'est le fait de pouvoir montrer aux enfants qu'ils sont capables de faire des choses comme des adultes, qui sont capables de prester devant des gens, de prester bien devant un public inconnu qu'ils ne connaissent pas. Je la savais très timide, elle a l'image de ses parents. Et donc il fallait un cadre pour l'aider à faire sortir d'elle ce qu'elle avait. Et quand on a entendu parler de KSP, on n'a pas hésité à sauter sur l'occasion. Si avant de l'avoir inscrit, elle était à un niveau que je vais considérer comme 2 sur 5, aujourd'hui je la vois à 4 sur 5. Donc je l'ai vu évoluer de façon progressive et ça m'a plu énormément. Comme le disait un sage, si vous avez des valeurs à faire développer dans le monde, inculquez-les aux enfants. Donc je pense que les enfants sont d'excellents vecteurs pour porter beaucoup plus de compétences dans le monde à venir. Et c'est déjà très bien qu'ils puissent commencer très tôt, ce que nous avons commencé nous autres peut-être après le bac ou après la licence. Et cela contribue fortement à leur développement personnel et également à la contribution qu'ils apporteront au développement du pays, pourquoi pas de l'Afrique, voire du monde. Ce qui m'a le plus impressionné chez les orateurs aujourd'hui, c'est de les voir tellement confiants, c'est de les voir si jeunes, c'est de les voir si audacieux. Au KSP, je pense que déjà j'ai commencé à développer la facilité à m'exprimer devant un public que je ne connais pas, de pouvoir mieux articuler, et d'avoir une certaine assurance devant un public pour faire passer mon message. Les changements sont là et on remarque qu'elle a de plus en plus confiance en elle, elle s'exprime librement, ce que nous à son âge on n'avait jamais le courage de faire. Et le changement est remarquable, vraiment remarquable. Et je profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe de KSP, tous les encadreurs, tous les coachs pour le travail qui se fait. Et si j'ai une prière à faire, c'est que ça continue et longtemps pour les générations à venir. Déjà, c'est une très belle expérience sociale. Ça permet de faire plus de connaissances, de se faire plus d'amis et ça permet de connaître des choses lors des sorties pédagogiques, de pouvoir étendre sa culture. Et puis on parle religion à présent. Dans l'église catholique, le mois d'août est dédié à la Vierge Marie. Mais en dehors de ce mois, plusieurs autres mois de l'année sont également consacrés à la mère du Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit notamment des mois de mai et d'octobre. Pourquoi l'église catholique consacre-t-elle plusieurs mois à la Vierge Marie? Élément de réponse avec Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Des propos recueillis par ESAE-TV. Tous les 12 mois, il y a toujours un jour consacré à Marie. D'ailleurs, tous les samedis sont déjà consacrés à Marie. Donc tous les mois, nous fêtons nécessairement une fête mariale parce que c'est elle le modèle, c'est à son école que nous sommes. C'est elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange Gabriel. Donc Marie est importante pour nous, c'est pour cette raison qu'on la fête. Et on la fête principalement les mois d'octobre et de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, qu'on appelle le mois le plus beau. Et le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, où l'on médite le chapelet et le rosaire.
puis, le mois d'août concentre aussi l'attention puisque avec l'apparition de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Tarbes, à Lourdes, avec la petite Bernadette, eh bien, et la fête de l'Assomption. Et cette fête mobilise l'attention pour les pèlerinages nationaux et internationaux. Nous fixons avec Marie notre destination ultime. Et quand on est quelque chose, quand on a quelque chose, etc., eh bien, on se mobilise pour. Le Seigneur Jésus nous a dit, quel est cet homme qui, après avoir découvert dans un champ un trésor, ne va-t-il pas vendre tous ses biens? Marie nous fait miroiter notre destination ultime et finale. C'est la glorification dans le Seigneur. Alors, aucun sacrifice ne sera de trop si nous nous préparons à cette ultime rencontre où Dieu sera tout en tous et que Marie, notre mère, avec les saints anges, pourra nécessairement nous accueillir avec son Fils dans le royaume éternel. Et puis on parle sport à présent. Les arènes sportives de l'université d'Abomey-Calavi ont vibré toute cette semaine au rythme des Jeux Intercampus 2024. Organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSAC, la compétition regroupe plus de 2000 athlètes en football masculin, basketball masculin et féminin, handball féminin, Scrabble et handisport. Revivez l'ouverture officielle de cette 8e édition avec ESAV TV. Les éditions se succèdent, mais l'esprit des Jeux Intercampus demeure le même. C'est un tremplin de saine émulation pour la jeunesse sportive universitaire des 14 campus sous coupole du COUSAC. Au-delà des Jeux, c'est un brassage entre les campus. Nous avons des talents cachés dans nos centres universitaires que nous voulons faire découvrir à tout le peuple béninois. C'est pour ça que cette année, nous avons invité les responsables de fédération pour qu'ils viennent détecter les talents. Nous avons plus de 1000 athlètes qui sont là. À cette 8e édition, les étudiants para-athlètes intègrent les Jeux avec le goalball et le handisport. Il faut qu'ils se sentent parmi nous, qu'ils fassent les Jeux comme tout le monde. Parce que nous sommes tous des handicapés ambulants, en attente. Pendant cette deuxième semaine du mois d'août 2024, les participants représentant l'UAC, l'UNA et l'UNESTIM vont exprimer leur talent en football masculin, basketball masculin et féminin, handball féminin, en Scrabble et dans 2 disciplines de handisport. Je voudrais, avant tout propos, remercier le COUSAC pour le travail abattu, pour que nous soyons là aujourd'hui. Et je vous souhaite bon courage à vous, athlètes. Donnez le meilleur de vous-même et restez dans une dynamique du fair play, de convivialité et que le meilleur gagne. Les autorités rectorales relèvent l'intérêt des Jeux Intercampus dans la formation des étudiants. Ces Jeux représentent le prolongement ou bien marquent la fin de l'année académique. Je crois que les étudiants se sont donnés tout le long de l'année académique. Et je crois que c'est le moment de se déstresser. Je voudrais remercier la DECOUS pour tout le travail abattu, remercier le DEA et dire que l'UNA est avec vous. Avant le lancement officiel des 8e Jeux Intercampus, le COUSAC a présenté le contenu de cette édition. Les prix à remporter lors d'une conférence de presse au Resto Bide. Dans le même registre, le COUSAC a harmonisé les récompenses à remporter par les vainqueurs à ces Jeux Intercampus. Plus de précisions avec le directeur adjoint et l'agent comptable. Avant, le football était considéré, a été toujours le sport roi. Mais on fait une démarcation entre les prix, entre les récompenses par rapport aux autres disciplines. Donc cette année, maintenant, on harmonise tout. Donc, c'est les mêmes récompenses au niveau de toutes les disciplines. Surtout en ce qui concerne les sports collectifs. Pour les lauréats, premier prix, deuxième prix et troisième prix. Comme le DA vient de le dire, c'est que toutes les équipes, les lots là sont au même niveau. C'est-à-dire que, comme que ce soit pour les équipes, les disciplines de Scrabble, football,
basketball, handball, les prix sont les mêmes. Que ce soit ceux qui sont sur le palier de premier prix, deuxième prix et troisième prix. Pour le premier prix, c'est une enveloppe de 200 000, 300 000 du moins. Deuxième prix, une enveloppe de 200 000 et troisième prix pour une enveloppe de 100 000. Pour les lots de consolation, ça varie de 50 000 à 10 000. Vous savez que pendant longtemps, l'UET a été le label du sport national. Et nous rêvons encore vraiment de ce label. Donc voilà pourquoi Madame la Décousse a rénové les Jeux intercampus pour qu'on puisse avoir des équipes compétitives. On parle toujours sport. Le comité de promotion du e-sport au Bénin a organisé le samedi 3 août 2024 la phase finale de la compétition Bénin e-sport League 2024. La compétition fait suite aux phases de zone du sud, centre et nord. Le reportage avec ESAE TV. La phase finale du Bénin e-sport League 2024 a tenu toutes ses promesses. Organisée par le comité de promotion du e-sport au Bénin, cette dernière étape a connu la participation des 8 e-athlètes qualifiés dans les 3 catégories en compétition lors des phases de zone. Une première nationale qui s'achève en réussite. Je pense que c'est un parcours du combattant, c'est vraiment très épuisant, mais c'est très enrichissant. On a fait de nouvelles rencontres, on a vu des jeunes qui étaient dévoués, qui étaient acquis à la cause. En plus de ça, nous remarquons qu'il y a une envie d'être fédéré qui est mise en place. Tout ce que je peux dire, c'est une très belle expérience, quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et c'est clair que l'année prochaine, ça va se refaire. Normalement, tout ce qu'il nous reste à faire actuellement, c'est déjà de nous retrouver entre présidents, de parler des ratés ou des réussites et d'essayer de mettre en place des statuts et des règlements pour pouvoir passer en fédération. Cette initiative qui a pour but de permettre la vulgarisation des sports digitaux a révélé plusieurs talents et s'est fait ses tout premiers champions nationaux. Vraiment, j'ai eu l'impression de revenir vraiment de loin, comme vous l'avez dit. J'ai perdu mon premier match et suite à ça, j'étais vraiment un peu abattu. Mais il y a une force qui m'a dit, mon frère, c'est pas encore fini. Du coup, je me suis remobilisé, je me suis révolté. J'ai dit évidemment, c'est pas fini. Même mon second match, j'ai été mené au premier abord. Après, je suis revenu au sport et j'ai pu égaliser et puis gagner par la fin. Cette phase finale du Bénin e-sport League 2024 a été précédée dans la même journée d'une porte ouverte sur le e-sport. C'était l'occasion pour les enfants et les parents de connaître ce sport ainsi que les métiers du numérique liés à ce sport digital. Notons que les vainqueurs des différentes catégories dans le Bénin e-sport League 2024 représenteront le Bénin à 2 compétitions, notamment au Togo à Gaming Arena 3 le 27 août 2024 et après au Nigeria à Cage 24 de Game Evo. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.